Bonjour, bienvenue à l'Audice. Nous avons préparé avec Henri Malos, qui a présidé le Conseil économique et social européen, une analyse de l'accord signé par les chefs d'État et de gouvernement le 21 juillet 2020 et qui en fait s'avère être une patate chaude. Pourquoi ? Cet accord porte sur l'articulation de deux budgets différents. Premièrement, le budget pluriannuel, décidé cette fois-ci sur la période 2021-2027, c'était prévu indépendamment du Covid, et qui porte sur 1074 milliards d'euros, c'est-à-dire 153 milliards par an. Voilà le budget annuel de l'Union européenne. À ceci s'ajoute un deuxième budget, qui est le budget post-Covid, qui s'appelle Next Generation EU, donc prochaine génération Union européenne, qui porte sur un budget total de 750 milliards d'euros, dont il est prévu qu'il soit octroyé pour 360 milliards de prêts, 312 milliards de subventions et le reste de réallocation d'une partie du budget annuel. On ponctionne 11 milliards sur les 153, il nous reste 142 milliards sur le fonctionnement annuel de l'Union européenne. Ces deux budgets sont donc entremêlés. Alors que le budget post-Covid porte sur le Covid, donc la santé, bien bizarrement, dans ce budget, la ligne santé est absente. Dans le budget annuel, la ligne développement rural est limitée, la ligne recherche est également limitée, et la ligne de contribution à l'investissement dans les projets d'avenir est divisée, elle, par 6. Alors, qu'en est-il des ressources de ces deux budgets? Eh bien, d'une part, sur le budget annuel, il y a un rabais qui est consenti aux 5 pays les plus frugaux ou dynamiques, selon qu'on est français ou européen. Ces pays sont le Danemark, la Suède, l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas. Un seul pays accepte d'augmenter sa cotisation pour l'instant, c'est la France. Et puis par ailleurs, les droits de douane perçus dans les ports d'Anvers et d'Amsterdam restent désormais en Belgique et aux Pays-Bas, donc moins de recettes pour le budget annuel. Par ailleurs, sur le budget post-Covid, c'est un grand emprunt communautaire, donc c'est ça qui fait l'objet d'un satisfecit de certains des pays, grand emprunt communautaire lancé pour un montant de 750 milliards d'euros, qui sera remboursé comment ? Par l'augmentation envisagée des cotisations des États membres. Pour l'instant, les cotisations se montent à 1,23% de, non pas leur PIB, mais leur RNB, c'est comme le PIB, mais limité aux nationaux, qui pourra monter jusqu'à 1,8%, mais on ne le sait pas encore, ça n'est pas décidé. Et maintenant, les allocations, c'est-à-dire les dépenses, eh bien, sur le budget annuel, les marges de manœuvre sont faibles parce que, de toute façon, la PAC, politique agricole commune, nécessite 38% du budget annuel. La ligne cohésion des territoires, c'est-à-dire l'aide aux territoires les plus en difficulté, c'est 36% du budget annuel. Le fonctionnement de l'Union européenne, c'est 6% du budget annuel. Donc tout le reste, c'est 24% seulement du budget annuel, c'est-à-dire qu'il reste pour tout le reste 35 milliards d'euros par an, soit en gros 1% du budget des États-Unis qui se monte à plus de 3300 milliards par an. Maintenant, sur le budget post-Covid, les dépenses, on ne les connaît pas parce qu'il n'y a pas de projet européen, il n'y a pas de plan de relance européen, il y aura des plans de relance nationaux décidés au niveau national, il n'y a pas de débat européen, il y aura des débats éventuellement dans certains parlements nationaux, et la nature de l'aide qui sera octroyée aux uns aux autres, c'est pour une moitié remboursable sous forme d'emprunt, et pour une autre moitié sous forme d'augmentation des cotisations qui viendront rembourser les subventions octroyées aux États. Mais ces augmentations de cotisations, seule la France, pour l'instant, a accepté. Et pourtant, elle n'a pas obtenu plus de ressources. Donc ça veut dire que l'on sait déjà que la contribution nette qui sera le plus augmentée, c'est celle de la France. Alors si on essaie de se projeter, pour essayer de voir ce qui va se passer, parce que ce grand emprunt, il est prévu de le rembourser en 2054, donc on a 34 ans devant nous. Que peut-il se passer ? D'une part, les allocations, on ne les connaît pas parce que
elles dépendent du différentiel de décroissance. C'est-à-dire que les États qui sont le plus percutés par la Covid sont ceux qui vont bénéficier le plus de ce grand emprunt et d'éventuelles subventions. Mais on ne connaît pas ces niveaux de décroissance, donc on ne sait pas qui va percevoir. L'impact des plans de relance, on ne le connaît pas non plus, puisque les différents États vont faire différents plans, donc il va y avoir différentes dynamiques de relance. On ne connaît pas l'évolution des différents produits intérieurs bruts des différents pays. Le remboursement des 390 milliards d'emprunts, ça va dépendre de la capacité des États à rembourser. Or, on a vu dans l'histoire récente que la Grèce, par exemple, a obtenu de ne pas rembourser toute sa dette. Donc, qui devra rembourser cet emprunt? On ne sait pas encore. Des taxes nouvelles qui permettront d'avoir plus de ressources pour pouvoir rembourser l'emprunt. Et ces taxes nouvelles, elles ne sont pas définies. Donc elles ne sont pas encore acceptées, donc a fortiori on ne connaît pas leur rendement, on ne sait pas combien d'argent elles vont faire rentrer dans les caisses. La cotisation, qui est aujourd'hui d'1,3%, qui pourra monter éventuellement à 1,8%, mais c'est 1,8% de quoi? Est-ce que l'activité économique va beaucoup, un peu, moyennement grandir? On ne sait pas. Est-ce que les plus riches vont accepter d'augmenter leur cotisation, alors que déjà, pour rentrer dans le système, ils ont obtenu un rabais? L'acceptation sera probablement difficile à obtenir. Donc, y aura-t-il même de nouveaux rabais pour les pays les plus riches? Donc finalement, on voit que ce projet est plein d'incertitudes. On ne sait pas à qui seront versées, ni comment seront versées les aides, et on ne sait pas comment et par qui seront remboursées ces aides. Donc en fait, c'est une vraie patate chaude qui est renvoyée aux prochaines générations. Mais néanmoins, la réalité de l'accord, c'est quoi finalement? C'est qu'un grand emprunt est lancé ensemble par les pays de l'Union pour la première fois, et ça c'est effectivement une avancée de l'Europe, mais cet engagement commun, il sera probablement limité pour les plus riches, comme c'est déjà le cas. Donc, qu'est-ce qui est bénéficiaire de ça? Ce sont finalement les pays les plus pauvres, non pas parce qu'ils vont bénéficier d'aide des plus riches, mais parce qu'ils bénéficient d'une capacité d'emprunt dans des conditions plus satisfaisantes, parce que les pays riches sont dans la boucle, et donc les taux d'intérêt auxquels l'emprunt est lancé sont inférieurs à ce qu'ils seraient si chaque État lancer son emprunt tout seul. Donc finalement, par rapport à un grand plan de relance, comme par exemple celui du plan Marshall, qui était simple, rapide, financé, là nous sommes très loin du compte. En fait, si on veut construire un projet européen, il faut savoir à quoi sert l'Europe, pourquoi est-ce qu'on fait l'Europe, comment est-ce qu'on va la faire? Et ça ne peut pas se décider seulement au niveau de quelques chefs d'État et de gouvernement, fussent-ils brillants. Ça doit se décider à travers un consensus fort de toutes les populations. Ce consensus fort, il n'est obtenable qu'à travers un grand débat qui implique tous les citoyens en permanence pour réactiver concrètement ce qu'est l'Europe, d'où elle vient, où elle va, à quoi elle sert à chacun, quel est le rôle de chacun dans ce projet. Si on ne fait pas ça, l'Europe pourrait bien s'émietter comme elle a commencé à le faire avec le Brexit.